Bonsoir à toutes et tous. Merci déjà de nous rejoindre pour cet avant-dernier dîner littéraire ici à Maison de la Francité de la saison. Cette 10e saison déjà, vous voyez que ça commence à compter. Alors les habitués parmi vous le savent, il nous arrive de réinviter certains auteurs avec qui nous avons déjà eu l'occasion de dialoguer, de partager un repas. Alors pour deux raisons. D'abord parce que cela nous permet d'instaurer aussi une sorte de forme de fidélité sur la durée avec certains auteurs, mais surtout parce que l'auteur lui-même a entre-temps continué son projet d'écriture par de nouvelles publications, manière pour nous donc de poursuivre aussi le dialogue d'une œuvre en construction. Et ce sera le cas ce soir avec Kenan Gorgun, que je suis très heureux de retrouver, parce qu'on est un peu compagnon de route depuis quelques années. Merci déjà Kenan de nous rejoindre ce soir. Alors je précise, donc, tu étais venu en 2016, ça fait donc 8 ans. 8 ans, un peu plus de 8 ans. Et puis, alors depuis, il y a pas mal de choses qui ont bougé, pas mal de publications. On ne va pas pouvoir tout aborder. Mais, Kenan, vous le connaissez certainement. Alors, voilà, personnellement, je considère que c'est une des grandes plumes, non seulement de la littérature en Belgique, mais sans doute de la littérature francophone, par le fait d'une écriture aguerrie, percutante, on va le voir, et si vous, je pense que certains d'entre vous le connaissent, et c'est pas, je le dis pas par flagornerie ou bien par compagnonnage, mais je sais, Kenan, que l'exigence que tu as dans l'écriture et l'énergie que tu mets dans l'écriture. Alors, voilà. Trêve de baume, mais tu as touché à de nombreux genres, on le sait. Alors, poésie, nouvelles, essais, des essais peut-être buissonnés, hybrides, entre le récit autobiographique, on en dira un petit mot, des scénarios, tu as même été un moment acteur, donc des disciplines assez diverses, mais je pense que c'est surtout dans l'écriture romanesque que tu mets la plus grande partie de ton énergie. Alors peut-être avant d'en parler, je voudrais qu'on revienne un instant sur le parcours. Alors n'oubliez pas d'éteindre votre GSM. Et j'ai oublié de le dire à Kenan. Alors donc, oui, pour l'occasion, j'ai relu quelques entretiens, et notamment un en 2019-2020, à la sortie du Second Disciple, où tu te présentais. Et tu écrivais ceci: né flamand, grandi bruxellois, marié liégeois, redevenu semi-bruxellois depuis mon divorce. J'ai aussi vécu à certaines périodes au Canada, en Afrique centrale et sur la Lune, où j'ai une résidence secondaire sur les bords d'un cratère dont la contemplation ne m'apaise pas. Mais c'est plus fort que moi. Il faut que je vois ce qui en sort. Il en sort toujours quelque chose. Ce qu'il en sort, c'est la littérature, évidemment. Alors, je voudrais peut-être qu'on revienne... Alors, même si je pense que le projet d'Elon Musk de nous envoyer sur la Lune ou Mars n'est pas vraiment ta tasse de thé, par contre, l'Amérique et les auteurs, les écrivains américains sont vraiment à la base, sont les déclencheurs de ton désir d'écriture, de ton envie de toucher à cette matière-là. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous et de voir un si beau public. Et merci Ronnie de m'inviter pour une deuxième fois. Je trouve vraiment que les soirées de Ronnie ici sont souvent mémorables. Moi j'en ai vécu une très belle avec toi dont on m'a parlé longtemps après. Donc j'espère que ce soir on va faire parler les gens longtemps après aussi. Oui, la littérature américaine, mais c'est vrai que ce sont les premiers écrivains, les Américains, qui m'ont donné le sentiment. J'avais essayé, je dis bien essayé, sans grand succès, de lire un peu à l'époque, beaucoup sous la pression de mon grand frère.
Mais c'était un peu un échec. Je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout d'un livre. Donc de là à m'imaginer un jour en écrire, c'était vraiment improbable. Mais ça m'est tombé dessus, ça je l'ai dit plusieurs fois, et je crois que j'aurais rien d'autre à dire jusqu'à la fin de mes jours concernant ma naissance à l'écriture, c'est que ça m'est vraiment tombé dessus. Je ne l'ai pas vu venir, je ne l'ai pas compris, j'ai mis pas mal de temps à l'appréhender, à comprendre ce qui m'arrivait et à accepter que j'étais en train de devenir écrivain, presque malgré moi en fait. Ça m'a pris 10 ans. Donc j'ai écrit pendant plus de 10 ans sans rien montrer à personne et en me l'avouant à moi-même qu'à moitié. Et au bout de 10 ans, j'ai fini par partager quelques textes avec des gens. Et tout doucement, vraiment, il y a eu un long chemin vers la publication d'un premier roman, alors que j'écrivais depuis plus d'une décennie. Et les premiers à m'avoir donné le sentiment qu'il pouvait y avoir là une vie pour moi, ce sont les Américains, ce sont des auteurs comme Stephen King, comme Henry Miller, comme Philip Roth, comme Paul Auster, qui a beaucoup compté dans ma vie, qui a fini par compter aussi sur un plan plus personnel. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois et de passer du temps avec lui chez lui à Brooklyn. Ce sont ces hommes-là, des hommes essentiellement d'abord, et puis seulement sont arrivées les femmes, mais encore une fois des Américaines, Joyce Carol Oates, Octavia Butler, grande autrice noire américaine de science-fiction, qui m'ont fait dire, mais Kenan, en fait, être écrivain, c'est peut-être une vie envisageable pour toi, qui vit donc entre Anderlecht, Molenbeek, qui a des parents analphabètes, un papa ouvrier qui peut même plus travailler parce qu'il vient de se faire défoncer la jambe par une cimenteuse, une maman qui a nettoyé des chambres d'hôtel quelques années et puis qui a commencé à s'occuper de ses enfants, qu'elle avait nombreux. Oui, non seulement la littérature, mais aussi la musique et le cinéma. Hein. Donc, toi, ça forme Oui, c'est vrai parce que très vite, je crois que ça, c'est le principe de... Je crois qu'un autodidacte est plus à même d'aborder les choses comme ça de manière empirique, pour le meilleur et pour le pire, parce que ça a du mauvais aussi, mais ça a essentiellement du bon. Étant donné que j'avais aucun repère, ni aucun corpus, ni de trop grosses références très précises, que je prenais tout avec beaucoup de gourmandisme et d'anarchie, de chaos, tout m'est venu avec la même énergie, la même verdeur, la même fraîcheur, la même nouveauté. L'écriture voulait dire aussi écrire des films voulait dire aussi peut-être en tourner. Il se trouve qu'à ce moment-là, je rencontre un gars qui a une caméra Hitachi VHS. Je me dis, moi je peux écrire des histoires et on peut tourner des courts-métrages ensemble. Ok, on le fait. Sauf qu'on ne pouvait pas sortir de chez lui avec la caméra. Donc on n'arrêtait pas de raconter des histoires qui se déroulaient entre sa chambre, les couloirs, le grenier, et on a fait 10 courts-métrages qui racontaient 10 histoires différentes dans les mêmes décors qu'on agençait à chaque fois différemment. Et puis on a pu enfin tourner un premier film dans les rues, et j'avais l'impression d'être Scorsese en train de tourner Taxi Driver, quoi. Vraiment, tellement c'était excitant d'être dans les rues d'Anderlecht avec notre caméra. Donc tout est venu comme ça. La musique, c'est encore autre chose. La musique, c'était à la limite le seul frisson artistique que j'avais ressenti dans ma vie, de manière très consciente, réfléchie et durable, c'était la musique. J'ai jamais rêvé d'être écrivain, ni quoi que ce soit. J'ai juste rêvé d'être musicien. Et encore aujourd'hui, je crois que c'est un rêve qui a plus de force, à mes yeux, que la littérature qui a cessé d'être un rêve. Vous voyez, c'est devenu une réalité avec ses bons et ses mauvais côtés. C'est devenu une pratique, une discipline, un métier, etc., etc. Que la musique est plus ou moins restée un rêve. J'ai effleuré la musique pendant quelques années. J'ai eu un groupe, j'ai des dizaines de compositions qui sont archivées, qu'on se réécoute parfois comme ça avec nostalgie, que mes enfants aiment beaucoup, c'est déjà ça. Mais les enfants qui sont dans la salle, là-bas au fond. Ouais. Et c'est vraiment la frustration de ce désir de musique qui m'a fait d'autant plus choisir la littérature quand la littérature m'a tendu la main en disant moi je suis une possibilité, là où la musique en devenait de moins en moins une, quoi. Oui, donc ce passage par l'Amérique, par la culture littéraire, cinématographique. Alors je me souviens, on s'était arrêté en 2016 sur les 2 livres que tu avais publiés. Un troisième, c'était Delia on My Mind, mais on va le laisser de côté pour l'instant. Mais ces 2 textes un peu hybrides, qui étaient Anatolia Rhapsody et Rebellion Park, qui étaient on va dire 2 essais, de récits autobiographiques,
où tu abordais ces questions de l'exil, de l'immigration, des origines aussi, de cette identité, de cette suridentité aussi dont tu as parlé, qui en fait faisait suite aussi à un déménagement en Turquie, où tu as habité en Turquie. Je vivais à Istanbul à l'époque, et je vivais à 2 pas de la place Taksim, du parc Gezi. Et c'est marrant qu'on en soit à parler de ça aujourd'hui, parce qu'il y a, pour ceux qui suivent un tout petit peu l'actualité internationale, la Turquie est dans une nouvelle grande phase de soulèvement populaire, peut-être encore plus impressionnante que ce que j'ai vécu en 2013 et dans les 2 années qui ont suivi. Donc j'étais là entre 2013 et 2016. Vous avez un non. problème C'est noyé comme ça. Ou alors je le tiens trop près. Peut-être un peu plus loin. Je le tiens trop près. Là, c'est mieux? C'est mieux, là? Non, c'est bien de le préciser. Est-ce que vous entendez aussi? Ou il y a un problème de son? C'est très bien? Ok, je parle comme ça, alors. Ouais, voilà. Super. Oui, mais on peut... oui. Salaud. On va voir, on va... Sabotage. Olivier, tu peux jouer. Non, mais il n'y a pas de problème. Bien sûr. Et donc, alors, on parlait effectivement oui. de ces 2 textes qui... que j'ai écrit en réaction vraiment à 2 choses, à ce qui se passait concrètement dans les rues d'Istanbul où j'étais. Parce que j'ai vécu pendant plusieurs semaines dans le parc en question, j'ai dormi sous tente, on l'occupait quoi, de toutes les façons possibles, on surveillait les barricades, etc. autour de la place. L'autre livre, Anatolia Rhapsody, qui est vraiment séminal, c'est la première fois de ma vie en fait que je prenais la plume pour parler de ce que c'était être turc. Je m'y étais tout le temps refusé, je veux dire pendant plusieurs bouquins, parce que Anatolia est venu après 5 romans. 5 romans où la plupart des gens qui s'intéressaient à mon travail avaient fini par ne plus attendre de moi que je parle de ça. Parce qu'au début, c'était « mais parle-nous de toi, parle-nous de ta famille, parle-nous de ce que c'est qu'être belge, turc, écrivain. » Bon. Et moi, je m'y refusais. Et puis quand plus personne n'attendait que je le fasse, je l'ai fait. Et je l'ai fait, mais pour ça, il a fallu que moi-même, je m'exile, que je m'expatrie, que je fasse à l'envers ce que mes parents avaient fait. Quitter leur village pour venir en Belgique fin des années 60, début des années 70, pour travailler en fait, parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre. Moi, premier enfant de la famille né en Belgique, j'ai quand même beaucoup d'aînés, on est très nombreux dans la famille. Tous avant moi étaient nés au village. Donc il fallait, peut-être que j'avais besoin de me sentir légitime, de m'exposer à ça en fait, à la douleur de l'exil, au déchirement, à la difficulté, alors même, comme je le dis dans Anatolia, que moi, je parlais plusieurs langues, j'avais l'habitude de voyager, j'étais un citoyen du monde, quoi. Je me sentais profondément, et je me sens encore profondément européen. J'avais tellement plus facile que 2 êtres de 20 ans, c'est l'âge qu'ils avaient, de 20 ans, jamais sortis du village, berger, imam pour papa, fille au foyer analphabète pour maman, écolière frustrée. Maman me racontait toujours qu'elle regardait le matin les enfants qui avaient le droit d'aller à l'école passer devant la maison pour aller à l'école du village, et elle les regardait avec beaucoup d'envie. Et cette femme a quitté ce monde sans jamais mettre les pieds dans une salle de classe, quoi. C'est incroyable. Mais bon. Et donc j'avais besoin de me mettre à leur place pour avoir la prétention de dire 2-3 choses intéressantes. Parce que c'était ça aussi ce que je me disais. Je me disais, il n'y a aucune bonne raison d'écrire là-dessus si tu n'as pas au moins une seule chose nouvelle à dire, quoi. Je veux dire, la littérature sur l'identité, la double, la triple culture, les métissages, le multiculturel, je veux dire, moi j'en ai soupé, quoi. Donc je ne voulais pas faire un titre en plus. Il a vraiment fallu que j'attende, de dire, ok, maintenant je suis au cœur du truc, j'ai le doigt posé dessus, je sens le pouls, je sais exactement comment en parler, quoi dire, dans quelle langue l'écrire, et c'est devenu ce livre assez bref, mais très dense, qui est devenu un de mes textes les plus lus, commentés, repris, qui continue à vivre sa vie. Et donc j'avais vu juste à ce moment-là, c'était le bon moment pour l'écrire, et je me disais, tu n'as le droit d'en parler que si tu as quelque chose d'intéressant à dire. Si c'est pour répéter autrement ce que d'autres ont déjà dit, tu te tais. Tu te tais, tu continues à écrire tes romans, tu continues à te faire passer pour un Américain, tu sais, avec les thrillers de fiction, les thrillers d'espionnage, etc.
Mais non, il a fallu que je le fasse et je suis très content de l'avoir fait parce que ce livre et le suivant, Rébellion Park, qui a eu un sort un peu ironique parce que c'est un peu le frère des ténèbres du premier. Autant le premier Anatolia, il a été mis en lumière, discuté, lu, autant il m'a valu des invitations en veux-tu en voilà, autant Rébellion Park, qui plongeait au cœur des révoltes, a été enterré, mais d'abord par ma propre communauté. D'abord par ma propre communauté. Il y a eu quand même il y a eu du blackmailing, les libraires qui voulaient m'inviter pour en parler recevaient des menaces. Et donc j'ai vu, autant avec Anatolia, je voyais toutes les portes s'ouvrir, autant avec Rébellion, elles se refermaient toutes. Et voilà, bon. Mais ça m'a projeté dans tous les textes qui sont venus après et qui ont enfin réussi. Ça, voilà. Oui, c'est exactement ça. À faire de cette matière de la question turque, une matière romanesque aussi. Et pas juste à essai ou... Parce que finalement, cette césure-là, cette coupure... Donc, je rappelle qu'avant ces deux textes qui sortent donc en 2014-15, donc juste avant la première rencontre ici, avant, c'était des textes de fiction, des polars, des romans durs, comme Fausse Commune, j'ai envie de dire les romans durs de Kenan, comme on parlait des romans très durs. Genre, quoi. Oui, très genre. Je dirais, tout se passait aux États-Unis, parce que c'était, encore une fois, donc pour boucler aussi sur la première question, je crois que la littérature américaine m'a tellement touché, parce que c'était des gens comme moi qui écrivaient. Je veux dire, c'était des garagistes, c'était des fermiers, des mécanos, c'était des joueurs de poker dans la dèche. C'était des gens comme ça qui faisaient la littérature américaine. Moi, ces gens-là, je pouvais me reconnaître en eux. Et c'est une terre d'exilés, c'est une terre d'immigrés, c'est une terre de déracinés. Ça aussi, ça me touchait très fort. Donc, ça résonnait. Et il n'y a pas de hasard, c'est pour ça que ces gens-là m'ont convaincu qu'être écrivain, ça pouvait être un destin pour moi. Quand je voyais les auteurs parisiens, les auteurs français, je ne me reconnaissais pas. Tout, au contraire, me poussait à dire, mais non, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Il y avait quand même le polar aussi français des années 80. Ça me touchait pas, non, je le connaissais pas, parce que je trouve que le bon polar français de cette décennie-là, il faut vraiment y aller. Donc ça demande déjà une certaine éducation littéraire, je trouve. Okay. Moi, j'ai lu Manchette que plus tard. Mais par contre, j'ai beaucoup lu la série noire originelle. Les James Hadley Chase, etc., qui était un peu un genre de Simon du polar. Il n'était pas aussi grand que Simon en tant qu'écrivain, mais voilà, il enchaînait les bouquins, tous les 2 mois, il en sortait un à la série noire. Ça, je lisais par contre. Parce qu'encore une fois, ces gens-là sortaient comme ça de ces couches de la société d'où moi, j'avais le sentiment de venir aussi. Donc, je me cherchais des modèles aussi. Moi, je veux dire, je trouvais des espèces de pères littéraires en King, en Miller, en Paul Auster, etc. Et c'était pas par hasard, c'était des gens qui avaient plus ou moins l'âge de mon père, en l'occurrence. Elroy aussi, sans doute. Elroy, par exemple, Elroy que j'ai échoué constamment à rencontrer malgré tous les efforts que j'ai faits. J'ai été plusieurs jours d'affilée. À l'époque, il vivait encore à Los Angeles, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et il y avait un diner où il allait tous les jours prendre ses pauses. Et moi, j'avais cartographié tout l'univers d'Elroy dans Los Angeles, parce que le gars vivait dans 3 rues. Il n'en sortait pas. Et je me suis assis pendant des jours et des jours dans ce diner, parce que j'avais passé un mois là-bas, à espérer le rencontrer, quoi. Impossible. Impossible. J'ai fini par croire que c'était une légende, qu'il n'y venait pas, mais on me disait si, il vient, mais bon, on ne sait jamais quand il sera là, quoi. Mais par contre, Paul Auster, là, il y a une vraie rencontre. Ouais, ça, c'était vraiment... Dans quelles circonstances J'avais le rêve, j'ai toujours d'ailleurs, le rêve d'adapter la trilogie new-yorkaise en long métrage. Et c'est un des livres que j'ai dû le relire le plus souvent dans ma vie. Je trouve que c'est un sommet de travail romanesque, enfin, vraiment. Et donc, j'avais le rêve comme ça, et j'avais récupéré mes méthodes d'adaptation, parce que je ne me suis pas juste contenté de rêver, j'ai vraiment mis en place toute une méthodologie pour adapter la trilogie new-yorkaise, en m'inspirant des méthodes de travail de Coppola pour adapter Le Parrain. À un moment donné, il y avait un reportage où Coppola s'attarde longuement sur la manière dont il a adapté, les outils qu'il s'est donné à lui-même pour le faire. Et je me dis, ça c'est bon, c'est ça que je dois faire. Donc j'ai fait exactement comme Coppola. Et donc j'avais déjà une caisse entière de travail accompli quand j'ai eu la chance de rencontrer Paul Auster, qui était en tournée de promo un peu partout en Europe. C'était à l'époque de La Nuit de l'Oracle, qui est un de ses grands romans. Et son attaché de presse chez Actes Sud, qui me connaissait, et qui savait à quel point j'étais dingue du bonhomme,
et qui savait que j'avais ce truc sur le feu. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, Kenan, elle me dit, t'es à Bruxelles, j'espère? Je dis, oui, je suis à Bruxelles. Elle me dit, tu es libre pour un dîner dans 2 jours, le soir? Je dis, pourquoi elle m'invite à dîner? Elle est charmante et tout, mais je ne comprenais pas. Elle me dit, écoute, il y a Paul Auster et son éditeur, Hubert Nissen, à l'époque, donc, qui était encore en vie, et Christiane Leboeuf, sa traductrice attitrée, qui seront de passage à Bruxelles, et il y a un dîner très privé dans un des salons du Plaza en ville. Elle dit, je peux te faire assister au dîner et te faire asseoir à la même table. Bon, je commence à trembler. Et je me retrouve à la table de Paul Auster, comme ça, on est 6. Et je ne comprends pas ce que je fais là, je ne pète pas un mot, pendant 1h30, je le regarde. C'est un homme hyper timide et réservé, il me regarde, je le regarde, il ne me connaît pas. Il se demande ce que je fais là, clairement. Moi, je me demande ce que je fais là, parce que je suis incapable de parler, tellement j'ai le trac. Et ça m'a bien pris 2 heures pour un tout petit peu me dégourdir, respirer convenablement, et me détendre, et finir par parler avec Paul Auster et lui dire, voilà, ça va paraître un peu audacieux, certainement, mais je rêverais d'adapter la trilogie. Et il me dit, c'est inadaptable. Et je dis, bah, j'en suis pas si sûr. Et c'est vrai que tout porte à croire que ce bouquin est inadaptable, enfin, cette trilogie. Et je dis, je crois que j'ai trouvé un truc pour l'adapter. Et je pique sa curiosité. Lui, il n'a pas de mail, etc. C'était pas une légende, ça n'avait pas de mail, pas de téléphone, mais il avait une assistante qui relevait son courrier postal et électronique. Et donc, je commence à communiquer avec elle. Je lui transmets des documents de travail sur ma vision de la trilogie au cinéma. Et il commence à se dire que j'ai peut-être vraiment trouvé le truc. Et puis, j'annonce comme ça, un peu, je me jette à l'eau, j'annonce que je vais venir à New York. Est-ce que ce serait possible de se revoir, en fait? Et la réponse est positive. Et donc, je me retrouve à Park Slope, Brooklyn, chez lui, avec son épouse, sa fille qui allait et qui venait à l'époque et tout, mais essentiellement, lui, Sirius Fett, dans ce super quartier de Brooklyn, quoi. Et je déballe tout mon truc sur la trilogie, et il me dit, écoute, c'est du beau travail, en fait. C'est vraiment... Et j'avais vraiment synthétisé la matière des 3 bouquins. Donc il y avait Cité de Verre, La Chambre dérobée, Revenant. J'en avais fait un seul grand film, film d'auteur, hein, attention, c'était pas du blockbuster non plus, mais tout tenait, quoi. Et on commence à s'exciter, en fait. Et là-dessus, on continue à communiquer. Puis je retourne chez lui, et puis je retourne plusieurs fois à New York, qui est vraiment ma ville préférée au monde. Et voilà, belle histoire. Et puis, Paul Auster tourne La vie intérieure de Martin Frost, qui est adapté en fait d'un chapitre du livre des illusions. Et c'est la déconfiture pour lui. Dire critique, public. Le film est inexistant. Alors que par exemple, il avait fait un doublé magnifique avec Brooklyn Boogie et Smoke. Il avait fait Lulu on the Bridge seul, mais que j'adore aussi. Mais La vie intérieure de Martin Frost, qui n'est pas un bon film, hein, soyons objectifs, c'est pas un bon film, mais ça se ramasse méchamment. Et c'est très très douloureux pour lui. Et il décide de ce jour que lui-même ne fera plus de cinéma et qu'il interdira l'adaptation de tous ses bouquins. Et il a dû me l'annoncer, il m'a dit, je ne veux plus. Je ne veux plus entendre parler de cinéma, je ne veux plus. C'était vraiment trop douloureux pour lui, parce que je crois que c'était comme moi j'étais musicien frustré, je pense que Paul Auster, avant même d'être écrivain, voulait faire du cinéma, en fait. Donc voilà. Bref, on a un peu trop parlé des morts. Pardon. Donc, alors bon, c'est des rencontres évidemment qui marquent et importantes. Mais donc, voilà. Donc, on a parlé de ces 2 livres importants, sans lesquels, sans doute, n'aurait pas vu le jour ce livre, Le Second Disciple, publié en 2019, hein, donc déjà 4 ans, qui est sans doute... Alors, hein, le bandeau de couverture annonçait un petit peu la musique. À Molenbeek, le compte à rebours a commencé. C'était le bandeau qui ouvrait le livre lors de sa sortie. Donc sans doute que sans ce travail sur ce questionnement, tu n'aurais peut-être pas donné ce texte. Ni celui-là, ni les autres, en fait, parce que je croyais que tu allais parler de ça tout à l'heure quand tu as dit qu'avant ces 2 textes, 2014-2015, il y avait eu essentiellement, il y avait eu 5 romans, vraiment des romans d'espionnage, des machins, bref. Mais il y avait eu surtout 5 ans de silence absolu, en fait. Pendant 5 ans, j'ai complètement arrêté d'écrire, de publier, j'ai coupé les ponts avec le monde de l'édition, etc. Alors que je venais de publier chez Fayard, on aurait pu croire que j'allais juste profiter du train en marche.
Et je le croyais aussi, j'étais très excité de ce qui m'arrivait, mais en fait, ce qui m'arrivait aussi en coulisses et de manière dissimulée, c'est que je commençais à perdre mes raisons d'écrire. Je commençais à me demander sérieusement pourquoi j'écrivais. Pourquoi déjà cette espèce de grand accident m'était arrivé, l'écriture, que j'avais mis des années à accepter, des années à revendiquer, et puis tout ça pour en faire quoi finalement? Des thrillers plus ou moins bien troussés, mais j'ai dit oui, mais t'es où toi là-dedans en fait? C'est ça, c'est tout ce que tu avais à faire de l'écriture, c'était juste ça, pour si peu, tout ça pour si peu finalement. Parce que moi ça m'avait coûté en fait l'écriture et le fait d'annoncer à ma famille, notamment à ma communauté que je voulais écrire. Je l'avais payé cher en fait, je l'avais payé très cher. Et je me disais en fait, tu t'es tellement battu et regarde ce que tu en fais en fait, c'est 3 fois rien. Ces trucs-là, n'importe qui ou presque pourrait les écrire aussi. Donc en fait je commençais à me taire, à être guetté par le silence, et le silence m'est tombé dessus, et j'ai senti que j'allais plus écrire. Et donc j'ai annoncé, j'avais un argent à l'époque, etc. J'étais déjà sous contrat pour un bouquin, et j'ai annoncé que j'arrêtais. Et j'ai arrêté pendant 5 ans. J'ai vraiment arrêté en fait. Je n'ai pas écrit une ligne. J'ai fait plein d'autres choses, et en me demandant de temps en temps si j'allais réécrire un jour, mais je commençais à en douter, parce que c'était pas 1 an, ni 2, ni 3, ça faisait 5 ans quand même. Et ça me manquait pas forcément. Et je me dis, ouais, c'est fou, ça a été un épisode de quelques bouquins dans ta vie, en fait. Comme une sorte de rêve, un peu. Et puis il a fallu que j'aille à Istanbul, et que je vive un certain nombre de choses. Et Istanbul et la Turquie, ce pays que je croyais connaître et que je connaissais pas, m'a ramené à moi. Et j'ai commencé là-bas à réussir à ouvrir ces portes qui restaient obstinément verrouillées et qui m'empêchaient d'écrire les livres que je voulais écrire vraiment. Et il me donnait le sentiment que je trahissais pas l'écriture pour en faire juste du divertissement. Je dis ça sans mépris, hein, mais à mon niveau, l'écriture ne faisait plus ce que j'en espérais. Et puis en 2014, je commence comme ça, sans annoncer, à écrire, et sort un atelier Rhapsody. Et je cherche même pas à le publier, en fait, je publie juste des petits extraits sur les réseaux, où je publie essentiellement en fait des rapports de terrain, parce que je suis dans les rues d'Istanbul et j'envoie des sortes de rapports en live en fait aux gens qui veulent savoir ce qui se passe, mais aussi aux autres gens à Istanbul, etc. Parce qu'on s'informait via les réseaux pour savoir qu'est-ce qui se passe à quel moment, à quel endroit de la ville. Et donc, qu'est-ce qu'il faut se faire? Où est-ce qu'il faut éviter les barrages? Où est-ce que les flics sont plutôt violents? Etc. etc. Donc c'était un mélange de stratégie, de reportage en live. Et c'est des éditeurs qui, en me lisant, m'ont contacté en disant « Mais c'est quoi au juste que vous faites là? C'est juste des textes de... Ou est-ce qu'il y a un projet de livre derrière ?» J'ai dit non, il n'y a pas vraiment de projet de livre. Mais il y a un bouquin néanmoins qui est écrit, mais qui dort, quoi. Et c'est eux qui m'ont convaincu de leur faire lire du moins ça. Et puis que je déciderai ensuite de le faire ou pas, parce que j'étais quand même encore fort décidé à ne pas publier à la légère. Et c'est vraiment un atelier qui m'a convaincu que, voilà, peut-être qu'après 5 ans, le moment était revenu d'écrire et de partager à nouveau. Et moi, je sentais ce qui était en train de changer en moi. Je sentais bien que, si j'étais totalement honnête, je commençais à surmonter les raisons qui m'avaient fait arrêter. Et donc je me disais, maintenant, peut-être que c'est maintenant que tu vas commencer à écrire sérieusement. Et c'est fou, comme tous les bouquins qui ont été écrits après, on peut avoir avec ceux qui ont été écrits avant. Donc voilà. Alors, mais justement, donc ce texte, Le Second Disciple, publié en 2019, que vous avez peut-être pu lire, alors là, on n'est plus du tout à New York, on n'est plus du tout en Amérique, puisqu'on est ici à J'ai Bruxelles. ramené l'Amérique à Bruxelles. Et donc, on est ici juste à côté, quoi. Hein, donc, c'est Schaerbeek, Anderlecht, Molenbeek. Et donc, on est dans dans toute cette mouvance de réseaux djihadistes, etc. Donc vraiment, c'est ça que je voulais on va pas revenir sur tout le contexte du bouquin, mais je voulais vraiment insister sur le fait que ces 2 textes qui ne sont pas romanesques, que tu publies suite à ton départ en Turquie, réenclenchent vraiment une volonté d'écriture romanesque qui va de... Alors, il y a eu plusieurs textes, hein, il y a eu des nouvelles, il y a eu... Mais on peut dire que ce sont les 2 derniers romans qui marquent vraiment ce changement par rapport à ce que tu pouvais peut-être faire avant
les deux textes plus autobiographiques, enfin, dont tu viens de parler. Mais, alors, ici, le second disciple, publié en 2019, qui nous plonge vraiment dans les réseaux djihadistes, les recrutements djihadistes, etc., musulmans, ici à Bruxelles, c'est pas évident. Alors comment est-ce que ça a été reçu? Est-ce que la communauté, par exemple, a lu ce texte, etc.? Est-ce que ça a été traduit aussi? C'est en cours, en espagnol, en portugais, en anglais, en allemand. J'espère en néerlandais bientôt. Il y a cette super maison d'édition basée aux Pays-Bas, mais qui a un bureau à Anvers, de Bezige Bay, qui sont vraiment super bons, qui ont choisi 3 de mes bouquins pour les traduire en flamand. Mais voilà, ça prend un peu du temps. Mais non, la réception du bouquin, franchement, je ne vais pas mentir, ça a été une belle réception. C'est un livre qui a été bien reçu, qui continue à vivre sa vie encore de manière assez dynamique, qui m'a valu des aventures et des mésaventures aussi. Par exemple, de manière peut-être peu surprenante, c'est un livre qui m'a beaucoup emmené aussi dans les prisons, plus en France qu'en Belgique. En Belgique un peu, mais beaucoup en France, et dans les fameuses prisons de France, notamment à Fleury-Mérogis, où j'ai mené des ateliers, etc., avec des détenus radicalisés. Donc je me suis retrouvé en face des personnages de mon roman. Une fois, 2 fois, 3 fois, et c'était très délicat, c'était très difficile, assez éprouvant pour eux comme pour moi, mais eux l'avaient lu. Et c'est après qu'il l'ait lu qu'on se rencontrait. Okay. Et qu'on se confrontait, et ils me confrontaient. Et parmi eux, il y avait quelques gars qui posaient vraiment, qui étaient coriaces, quoi, qui posaient des questions très pertinentes, très intelligentes. Ils ont le temps de se cultiver, il faut dire ce qui est. Ils ont le temps de réfléchir à ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont voulu à un moment donné, à quel point c'était juste ou pas. Hein. Et donc ça fait des échanges. Et on a tout un projet qui s'appelle Les Promesses de l'ombre, un peu comme le film de Cronenberg, là. Mais l'ombre, en l'occurrence, c'est la prison. Les Promesses de l'ombre, qui sont en fait tout un vaste chantier d'écriture que j'essaye de mener, parce que c'est vraiment pas évident de travailler avec l'administration pénitentiaire, surtout Fleury-Mérogis, c'est Alcatraz. Il faut se rendre compte de ce que c'est quand on arrive sur place. C'est une ville en bordure de la ville, c'est une forteresse, tout est fait pour vous faire sentir enfermé. C'est assez impressionnant, mais l'administration est à l'image. C'est très lourd, c'est très lent. Et les détenus sont des gens considérés comme très dangereux, donc on ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent. Mais néanmoins, on continue, ça fait 2 ans déjà, on se bat, on écrit, il y a des textes qui en sortent, etc. On a réussi ici, avec Christine Defoin, à faire quelque chose de similaire, du coup, dans la foulée. Ça a été plus vite ici parce qu'on a réussi à faire un concours d'écriture à travers les prisons de Belgique et à sortir un recueil qu'on a lancé à la Foire du Livre. On avait même réussi à obtenir la présence de 2 détenus, exceptionnellement, qui étaient dans les primés, dans les auteurs primés. Il y en a un qui écrit maintenant son premier roman parce qu'on est resté en contact. Donc voilà, on a réussi à faire ici plus rapidement ce que j'essaie de faire en France et qui prend plus de temps. Mais on ne renonce pas, quoi. C'est les promesses de l'ombre, et là, la promesse, elle est encore tenue pour l'instant. Mais c'était la première incarnation, vraiment, oui, de tout ce vécu que j'avais accumulé, voilà, probablement, de tout ce truc que je devais peut-être encore digérer, que j'avais peut-être commencé à écrire sans avoir digéré. Et de l'intégrer dans le roman. Et de le ramener sur le terrain du roman, quoi. De le ramener sur le terrain du roman dans un langage qui pouvait se revendiquer entièrement comme étant du roman. Et pas une sorte de roman engagé, politique, à message, quoi. Du roman, des personnages, des tripes, des émotions, de la chair, de la peau, et puis après les idées viennent incarner là-dedans, quoi. Donc à ce niveau-là, et on a fait un super travail avec Aurélien Masson qui est toujours mon éditeur, plus aux arènes parce qu'entre-temps il est parti de là et moi aussi, mais on va continuer à travailler ensemble ailleurs. Et puis il y a eu de nouveau 5 ans après en fait, sauf que ces 5 ans sont très différents. Je ne les ai pas passés loin de la littérature, je les ai passés à écrire 3 romans. Oui. Qui sont un peu les suites. Et en fait, c'est devenu une sorte de galaxie romanesque de plusieurs livres. Et je m'étais dit, ok, c'était pas voulu, hein, je pensais pas de nouveau me taire pendant aussi longtemps. C'est juste que je travaillais beaucoup comme scénariste aussi pendant ces années-là, et ça a vraiment pris beaucoup de temps. En fait, même j'ai passé plus de temps à travailler sur la série dont j'étais le créateur à ce moment-là. Et, enfin, c'est toujours le cas, mais donc voilà, pour vous dire le temps que ça prend. Ça m'a pris énormément de temps. Plus de temps que ce que je consacrais au roman.
Et puis, sans vraiment l'avoir prémédité, j'ai fini le premier de ces romans, et puis j'ai entamé le deuxième, et puis j'ai dit, oui, ok, il faudrait que je le fasse lire, mais on est occupé avec la série, c'est important, on attend, on a des délais. Parce que tu travailles sur plusieurs Oui, toujours sur projets en même temps. Et la série, c'est du collectif, il y a une équipe d'écriture, il y a des producteurs, il y a la diffuseur derrière, il y a des réunions, il y a des délais, etc. Que les romans, c'était un peu, mon éditeur m'avait dit, écoute, tu fais à ton rythme, quoi. Ça, c'est la beauté de la littérature, quand même. Et du coup, je faisais à mon rythme, mais sans vraiment l'avoir prémédité. J'ai écrit les romans sans les dévoiler. Ils sont écrits maintenant. Le prochain va sortir dans quelques mois. Et puis voilà, donc j'ai plusieurs romans d'avance. Maintenant, l'avantage, c'est ça, c'est que j'ai plusieurs romans d'avance sur vous. Mais donc ça va tomber, Je crois qu'on va faire, maintenant on s'est donné quelques semaines pour réfléchir, parce que le dernier de la fournée est très récent, là encore. Donc, mon éditeur l'a reçu il y a quelques semaines. Mais donc c'est des années d'écriture, c'est des milliers de pages, c'est plusieurs romans qui ne sont pas courts en plus, c'est à chaque fois 500-600 pages. C'est toujours assez dense quand même, oui. Effectivement. Mais là on est encore dans autre chose, mais je considère vraiment que ça c'était encore un marchepied vers ce qu'on a réussi à faire maintenant. Et où c'est plus romanesque que jamais. Et moi, mais donc, ça se passe toujours, on est toujours à Bruxelles. Oui. Alors, à Bruxelles Mais en fait, moi j'ai toujours eu un rapport très fort au territoire, à la géographie, parce que Bruxelles, tu connais Bruxelles, à l'architecture, à la manière dont les gens vivent. La manière dont on occupe les lieux qu'on occupe, notre rapport à la ville, etc. Moi, Et puis tu as beaucoup déménagé aussi. Et j'ai beaucoup déménagé moi-même, j'ai vécu dans plein de villes, je les arpente les villes, je les pratique, je marche, je me perds dans des quartiers où j'ai rien à faire, etc. Donc Bruxelles, je me suis dit, ok, Bruxelles, je vais vraiment en faire une ville de romans. Et puis tout doucement, avec l'avant-dernier, là, Bruxelles a commencé à devenir autre chose tout en restant Bruxelles. J'ai commencé à truquer l'espace, à apporter des choses qui n'existaient pas vraiment, mais qui auraient pu, qui pourraient. Donc ça reste toujours un Bruxelles totalement crédible, mais pour quelqu'un qui connaît Bruxelles, il va se dire, mais attends, ça c'est pas tout à fait pareil dans la réalité. Ok, donc la ville commence à devenir encore plus vivante, et elle se transforme, elle commence à prendre un peu sa liberté. Et je commence à évoluer dans un Bruxelles qui est un peu imaginaire. Donc, presque d'anticipation. Mais oui, voilà, franchement oui. Et ça a libéré vraiment plein de trucs. Je gambergeais là-dessus depuis un moment. Je me disais, je sens que je vais y venir, à cette espèce de ville fictive. Je ne savais pas trop comment, ni à l'occasion de quel roman. Ça devait être le dernier, là. Où vraiment je commence à fictionnaliser Bruxelles, mais de manière très revendiquée. Et c'est ce Bruxelles-là qui va accueillir les prochains bouquins. Donc il va y avoir un Bruxelles parallèle, mais totalement cohérent, où il va y avoir des groupes de personnages, des familles qui vont se croiser, revenir. Est-ce qu'on va retrouver certains des protagonistes du... Mais certains deviennent des silhouettes, d'autres deviennent des troisièmes couteaux, d'autres deviennent des personnages secondaires. Puis il y a des nouveaux personnages principaux, et puis dans les autres, ceux-là deviennent secondaires, etc. Vraiment là, il y a toute une architecture, c'est super excitant, parce que en fait, la vérité, c'est que comme ça, la littérature redevient ce que moi j'ai toujours rêvé qu'elle soit. C'est un grand jeu, quoi. C'est une grande boîte. C'est une grande boîte de mécanos, de Lego, de je ne sais pas quoi. Et moi, je suis le gamin qui dit « Ah, si je fais comme ça fait ça. Ça, c'est rigolo, je vais faire ça. Ah, ça, je vais m'éclater. Ah, ça, je me demande ce qu'ils vont en penser. Mais moi, ça m'amuse. » Et en fait, j'ai toujours eu ce rapport. Il faut quand même les écrire. Hein. Oui, après, il faut les écrire. Mais si je les écris dans le bon état d'esprit, les écrire m'amuse profondément aussi. C'est Daniel Simon qui avait fait cette remarque il y a des années. Daniel Simon, qui est pour moi un des grands stylistes aussi de notre langue, qui avait dit, on se connaissait très peu à l'époque, entre-temps on est devenus amis, mais on se connaissait très peu, et il m'avait dit, il était dans le public un jour comme ça, il m'avait dit, ce qui est frappant quand on vous lit, on se vous voyait encore pour vous dire, c'est qu'on sent que vous avez un rapport très ludique à l'écriture. Et je dis, ah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que à part quelques périodes de ma vie un peu plus compliquées pour moi, mais au niveau personnel, j'ai toujours eu ce rapport à l'écriture très ludique, très fantasque, très déluré, très enfantin. En fait, c'est vraiment un jeu, c'est un terrain de jeu
J'ai pas l'écriture tourmentée. Même quand j'écris des pages très sombres, moi je me suis éclaté quand je les ai écrits. Et je sentais bien que oh là là, ils vont encore me prendre pour un psychopathe en lisant ça. Mais en fait, moi je me suis amusé à les écrire. Dans le second disciple, il y a mon personnage qui se fait des trucs horribles à lui-même. Bon, c'est vrai que j'étais parfois un peu mal à l'aise en les écrivant. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Mais en même temps, c'était pas moi, c'est lui qui décide de ce qu'il fait. Moi, je suis là pour les suivre et témoigner de ce qu'ils font, quoi. Et il faisait des choses qui étaient assez horribles, mais moi, je m'amusais quand même. Alors, le dernier en date, c'est celui de l'année passée, Oublie que je t'ai tué, où là, on est plus aussi dans... J'ai un peu l'impression que finalement, ce bouquin... Alors, il faut quand même dire que tu avais publié une nouvelle, vous connaissez sans doute l'éditeur Maelström, donc les petits bouclets qui sont des petits textes d'une trentaine de pages, des nouvelles. Tu avais publié ça en 2021, qui était une sorte d'amorce de ceci. Hein, absolument. Parce que je l'ai relu pour l'occasion, j'avais un peu perdu de vue. Absolument. Mais effectivement, il y a ici l'amorce de ce roman que tu as publié l'année passée. Oui. Alors, là, on retourne à New York ici. Ah bah complètement, j'ai un peu l'impression qu'après justement Bruxelles et ce roman un peu plus dur qu'est le second disciple, tu avais besoin de finalement retourner un peu à New York. Et c'est marrant parce que quand j'ai entamé, donc ça c'est l'esquisse. Ouais, c'est l'esquisse de ça. Ça vaut comme une nouvelle, on va dire. Ouais. Quand j'ai commencé à écrire, j'étais engagé dans ce vaste chantier d'écriture sur plusieurs romans. Et c'était tellement différent, en fait, de ce qui m'occupait à ce moment-là, que je n'avais pas vraiment réussi à le saisir. Ou alors ça allait me demander de sortir trop de ce que je faisais à ce moment-là. Et du coup, j'ai arrêté. Là, par contre, moi, j'ai l'impression que le son est bizarre. Non? Non, ça va? Ok. J'ai arrêté, mais j'en avais gardé ça. J'en avais gardé ça et je voulais le tester en fait. Donc je l'ai envoyé à David Jaloni, l'éditeur. J'ai dit écoute, est-ce que ça peut faire un Bruxelles se compte? Il m'a dit écoute, oui, super, on le fait. Oui, c'est une petite collection où l'intrigue se déroule un peu. Pour vous dire, même à l'époque, donc l'intrigue était censée se dérouler à Bruxelles aussi, mais le Bruxelles que j'écrivais, c'était plus celui-là. Donc j'avais du mal à faire ce grand écart. Donc j'ai abandonné. Et puis là, après ce grand chelem d'écriture qui s'est plus ou moins achevé l'année passée, je dis mais tiens, j'ai vraiment envie de reprendre un peu ça et voir où ça mène. Mais j'avais envie de nouveau d'aller voir un peu du pays, de retourner à New York. Mm-hmm. Et donc je l'ai situé à New York et bon, là je me suis éclaté évidemment. Mais là je crois que le lecteur aussi s'amuse beaucoup. Voilà. C'est très dialogué, les chapitres sont très courts, il y a ces twists sur twists. C'est une comédie noire, quoi. C'est vraiment une comédie très noire, très new-yorkaise, où j'ai mis tout ce que j'aime de New York aussi. Et je voulais dire, si tu devais le comparer à un film, ce bouquin, je le comparerais. Alors, on dirait un peu le cinéma des frères Coen. Ah ouais. Mais étant donné qu'eux ne sont pas de New York, je dirais que c'est un croisement entre les frères Coen et ce film extraordinaire des frères Safdie, qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Uncut Gems. C'est l'histoire avec Adam Sandler sur une journée. C'est un diamantaire du quartier juif des diamantaires de New York. Et il est empêtré jusqu'au cou dans les dettes, les problèmes. Le film est tout le temps à bout de souffle. Et on le regarde vraiment à bout de souffle aussi. Et c'est assez extraordinaire. Tout se passe sur une journée. Le gars ne respire pas une seule seconde. Il court. Il a un diamant. Il essaye de le revendre pour régler tous ses problèmes. Et bon, voilà, je ne vais pas en dire plus, mais il y avait vraiment cette énergie new-yorkaise et ce loser absolument extraordinaire. Voilà. Qui ne réussit absolument rien de ce qu'il essaye. Parce que ton personnage ici, c'est un écrivain raté. Oui, mais c'est pas qu'un écrivain raté, c'est un être humain raté, c'est un homme raté, c'est un mari raté, c'est un ami raté, c'est un frère raté. Il n'y a absolument aucun domaine de sa vie où il peut dire ça, je l'ai réussi en restant un minimum digne, quoi. Il est totalement indigne de tous les gens qui sont dans sa vie. Il est indigne de la femme qui est dans sa vie. Il est... Enfin, oui. Et donc, il décide... Non, parce que dès le début, on comprend ce qu'il voudrait réussir, c'est de tuer sa femme. Ah oui, il voudrait... parce que, en fait, comme... Mais même ça, il le rate. Oui, mais comme la plupart des gens qui sont complètement à la ramasse, il est convaincu que c'est de la faute des autres, évidemment, pas de la sienne.
Donc, après avoir eu plusieurs boucs émissaires dans sa vie, comme on va le découvrir, là, il a décidé en fait que la source de ses problèmes, c'était la femme qui est dans sa vie, qui est une architecte accomplie, pour qui ça va de mieux en mieux, et qui lui permet, l'air de rien, d'avoir le train de vie qu'il a. Il vit dans les beaux quartiers de New York, etc. C'est pas grâce à lui et à ses quelques articles placés à droite à gauche de temps en temps. Et puis, il va donc essayer de la tuer. Donc là, on déflore rien, puisque c'est les premières pages du bouquin. Ouais. Il va se manquer, la femme finit dans le coma. Il va réessayer. En gros, c'est l'histoire d'un type qui finit par retomber amoureux de sa femme à force de vouloir la tuer. C'est vraiment ça. C'est bon, ça c'est bon. C'est pas mal, hein. Ça c'est pas mal, ça c'est bon. C'est vraiment ça. Il finit par retomber amoureux de sa femme à force de vouloir s'en débarrasser sans y arriver. Voilà. En gros. Et donc ça c'est... Bien, oui, ça, c'est mais non, ça c'est bon. Et ça c'est très bon. Parce que... Parce que alors j'aime beaucoup au tout début, on sent très bien qu'il n'a pas réussi grand-chose, mais alors de nouveau là on a un rapport à la musique, à la musicalité à la fois de l'écriture, mais aux musiques, parce que juste chaque chapitre est introduit par des paroles de chansons. Par des paroles de chansons, oui. Essentiellement de chanteurs américains et anglais, anglo-saxons, pop rock, on a Clapton, on a Bowie, on a U2, on a Prince, on a Ben Harper, on a tout l'univers de Kenan. Mais quand même c'est important, j'ouvre et je clôture avec Elvis. Oui. Voilà. Bon, mais donc d'accord. J'ouvre et je clôture avec Elvis. On va pas commencer avec Elvis parce que là on est parti. Et les deux chansons se parlent entre elles, quoi. En plus. Mais donc non, mais au début tu dis, cette fois-ci, pour le fait de tuer ma femme, c'est Stan qui mène la danse, quoi, qui a envie de mener la danse, ce coup-là, puisqu'il décide de tuer son épouse le jour de la Saint-Valentin. De la Saint-Valentin. Et donc c'est lui qui veut, à ce moment-là, mener la danse, donc donner le tempo, quoi. Oui, et pendant un moment, on pense qu'il y arrive, hein. Voilà. On pense vraiment qu'il y arrive. Bon, alors après, on ne va pas dévoiler tout le roman. Mais donc, ça, voilà. Alors, justement, ce retour à New York, c'est amusant parce que finalement, tu nous as expliqué qu'il y a toute une architecture, toute une galaxie de textes qui sont en préparation autour de Bruxelles, autour de ce Bruxelles anticipé, fantasmé, ou qui se fictionnalise, qui se fictionnalise complètement. Et puis en fait, on a l'impression que tu as besoin peut-être de respirer, d'être, mais en repartant à New York, quoi. C'est amusant. Notamment à New York. Oui. Parce que du coup, en fait, je me suis dit, mais parce que ça répondait à quel besoin aussi, oublie que je t'ai tué. Ça répondait aux besoins plus que je ressens moi en tant qu'homme dans la quarantaine, qui vit dans une société où les rapports entre les hommes et les femmes se transforment très fort. Exactement. Où nous, hommes, on est vraiment appelés à se repenser, se redéfinir, reprendre position par rapport à toute une série de choses qu'on ne remettait jamais en question, qu'on n'a pas été éduqué pour remettre en question. Et puis là, les choses changent et moi, je suis très touché par tout ça. J'ai toujours été très entouré par les femmes et elles ont toujours beaucoup compté dans ma vie. Donc, c'est courant qui travaille un peu la société de maintenant et les rapports, et donc l'amour, l'amitié, tout ça. Moi, m'interpelle, me touche, me nourrit. Et je me disais, OK, à un moment ou à un autre, ça va se traduire par du travail d'écriture. Mais quelle forme tu veux lui donner? Et je me suis dit, en fait, il faut que je m'amuse en parlant de tout ça, de ce que moi j'entends par les rapports hommes-femmes. Il faut que je m'amuse. Et donc, je me suis dit, OK. Et je suis un grand fan de comédie romantique. Je peux bouffer des comédies romantiques du matin au soir. Vraiment. On dirait peut-être pas, mais j'adore ça, j'adore. Et évidemment, la comédie romantique américaine, c'est quand même, c'est à peu près ce qui se fait de mieux. Et du coup, je me suis dit, en fait, vas-y, fais de la comédie romantique à ta manière. Mais donc, c'est les deux projets, quoi. Voilà. Va volontairement récupérer tout ce que tu aimes dans les comédies romantiques et retrousse-les comme des chaussettes pour faire un peu l'anti-comédie romantique, mais qui respecte en même temps toutes les figures obligées de la comédie romantique. Mais donc c'est là qu'on comprend effectivement tout le jeu que tu fais aussi sur les codes. Voilà, quand on lit « Oublie que je t'ai tué », on a l'impression d'assister à une comédie romantique new-yorkaise, mais qui est complètement pervertie en fait par l'action du scénario, par l'action des personnages. Et je me suis dit, en fait, j'en ai pas fini,
Du coup, je me suis dit, ok, peut-être que là, j'initie un autre cycle romanesque. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler avec une autre maison d'édition pour bien distinguer les choses. Et donc, j'ai travaillé avec La Talente, qui est basée à Nantes, qui est une maison pour laquelle je connais leur catalogue sur le bout des doigts, parce que c'est un des grands éditeurs français de SF et de fantasy. Et que depuis que je suis lecteur, en fait, je lis La Talente, quoi. Donc j'étais hyper honoré de rencontrer Mireille Rivaillant, qui est la fondatrice, qui m'a édité, donc j'étais super content de tout ça. Et j'ai écrit 2 autres volumes de ça, et là, c'est une sorte de voyage que je fais dans toutes les villes où j'ai vécu, en fait. Par exemple, il y a un deuxième volet qui s'appelle Ma vie contre la tienne, qui se déroule à Istanbul. Donc je raconte mon Istanbul à travers, de nouveau, une histoire d'hommes, de femmes, d'amour. Il y a un 3e volet qui s'appelle Avenue des Immortels, au féminin pluriel, qui est l'histoire de 3 sœurs à Montréal, où j'ai vécu 1 an. Et donc tout ça est déjà écrit. Tout ça est déjà écrit. Et j'ai prévu de finir. Donc je vais encore voyager à Paris et à Cadix, en Andalousie. Et puis je vais finir par un 6e à Bruxelles. Bon, alors là, vous voyez, on a le temps. On va te recevoir, donc de toute façon, dans 8 ans, on sera en 2032. Et on aura du pain sur la planche. Tout ça est déjà très avancé. Les 3 sont écrits, les 3 autres sont dans des états d'ébauche très avancés, que je laisse dormir un peu, etc. etc. Bref, voilà. Mais je suis un graphomane. Et donc, alors, mais oui, mais pardon. Je le sais. Et puis, tu as finalement besoin de ce côté... Mais oui, mais en fait, moi, ça m'empêche, écrire autant, ça m'empêche d'un peu trop prendre au sérieux l'écriture, parce que j'ai pas le temps de m'apesantir trop. J'ai pas le temps de trop avancer. Oui, il faut avancer. J'ai pas le temps de trop réfléchir à ce que je fais ou pourquoi je le fais. Et donc, je théorise pas du tout. J'écris, et puis tous les gens que j'admire, ce sont des gens qui n'ont pas perdu de temps à réfléchir au pourquoi. En fait, ils ont accepté une bonne fois pour toutes qu'il y a toujours une part d'inexplicable dans une décision de consacrer sa vie à la création. Que ce soit un réalisateur, un musicien, un peintre, un écrivain, il y a toujours cette part d'inexplicable, et c'est très bien comme ça. Et moi qui suis autodidacte, qui n'ai aucune culture artistique à la base, et qui est encore très lacunaire dans plein de domaines, j'y connais rien en sculpture, en peinture, en théâtre, je suis nulle part. Je trouve ça très bien de ne pas trop réfléchir à ce qu'on fait, juste de le faire aussi longtemps qu'on peut le faire, et que ça paraît tenir la route, et que ça paraît être bien. J'ai des défis que je me lance à moi-même, je suis très exigeant, comme il a dit, je travaille beaucoup, je retravaille beaucoup, je réécris beaucoup. Un des bouquins, là, je dirais, sur les 5 ans que j'ai passé à écrire 3 bouquins, il y en a un que j'ai écrit pendant les 5 ans. En parallèle, j'écrivais les 2 autres. Celui-là, il m'a pris 5 ans. Pendant 5 ans, je l'ai écrit, réécrit. On parle de 700 pages, quoi. Donc, fallait vraiment avoir envie de le réécrire, quoi. J'en pouvais plus. Je l'ai détesté 1 milliard de fois, ce roman, mais je sentais que c'était pas fini encore. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, tant que je suis dans l'écriture, je sais que je suis là où je dois être. Et en dehors de ça, je ne vaux pas grand-chose. Je ne suis pas théoricien de l'art, je ne suis pas théoricien de la littérature, et ça ne m'intéresse pas, en fait. Donc, écrire beaucoup, c'est un truc, un pur truc, pour ne pas se regarder de nombril, ne pas trop réfléchir. On fait. Quoi. Mais écoute, Kenan, on va te suivre avec ces 2 cycles, finalement, on l'a compris, de travaux qui finalement vont se rejoindre peut-être à un moment. Mais non, ça va rester romantique jusqu'au bout. Mais il y a Bruxelles quand même, tu viens de dire que Bruxelles arrive. Donc, je termine à Bruxelles. Donc finalement, on peut peut-être imaginer... Je termine dans un Bruxelles, tu sais quoi, c'est marrant ce que tu dis là, je termine dans un Bruxelles steampunk. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi le steampunk. C'est cette veine de la littérature de science-fiction. C'est du rétro-futur, hein, on peut dire ça comme ça, c'est un futur rétro. C'est-à-dire que c'est des récits qui sont situés dans un futur, mais qui récupèrent toute son imagerie du passé, vraiment à l'aube du monde industriel, etc. Donc c'est beaucoup de vapeur, beaucoup de machines comme ça, de l'acier. Et en fait, c'est un Bruxelles un peu comme ça. Parce que je trouve que dans l'ADN de Bruxelles, il y a quelque chose de steampunk, profondément, du chronique. C'est pas par hasard qu'il y a eu Bruxelles, c'est pas par hasard que ce qui a été ici. Bien sûr. Il y a tout un imaginaire bruxellois qui, moi, me touche beaucoup, qui est exploité pas beaucoup par la littérature, plus par la BD, par un certain cinéma, jusqu'à une certaine époque en tout cas, beaucoup moins maintenant, mais bon.
Mais la littérature, pas trop. La littérature est toujours dans quelque chose d'hyper réaliste, naturaliste, etc. Sociologie de terrain ou tout ce qu'on veut. Mais je trouve que Bruxelles a plein de trucs à donner à la littérature à ce niveau-là. Et donc ce dernier tome se déroule dans un Bruxelles steampunk avec une espèce de savant fou qui est convaincu d'avoir trouvé l'antidote au deuil amoureux, en fait. Ça s'appelle la formule chimique de l'absence. Et donc, il va trouver la formule chimique de l'absence pour traiter l'absence et la douleur de l'absence de l'être aimé, le deuil amoureux, le deuil de tout ça, quoi. Il est convaincu, parce qu'à la base, comme il est scientifique, il se dit, mais non, mais tout commence et tout finit dans le cerveau, donc je dois pouvoir trouver la solution. Et il commence à analyser les larmes. Et vous voyez, il y a plein de variétés de larmes, en fait, hein. Et donc il pleure abondamment, évidemment, et donc il analyse ses propres larmes en laboratoire, etc. Et à partir de ces larmes, il cherche l'antidote à la douleur qu'il ressent. Et qu'il a du mal à accepter en tant que scientifique. Il voudrait pouvoir se raisonner et rationaliser sa douleur, mais il n'y arrive pas. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'à un moment donné, quelque chose, une douleur, un amour, une absence, va nous dépasser, et va dépasser notre capacité de raisonner. Bon, ben on va suivre tout ça, on te suivra. Alors, en attendant, vous savez que, comme d'habitude, les livres dont on a parlé, les 2 derniers romans de Kenan sont disponibles ici pour une dédicace, évidemment, après le repas. Et en attendant de poursuivre avec vous, et en vous donnant la parole, après le repas, pour d'éventuelles questions, je vous souhaite un bon appétit et merci en tout cas de votre présence. Merci, à tout à l'heure pour vous donner la parole. Maison de